il y a eu des dérives de la part de Dieudonné. Il s'est enfoncé de façon entêtée dans un truc exactement comme Kanye West en ce moment. En même temps, il essaie de dénoncer quelque chose, mais il y a un peu de maladresse. Et donc, par entêtement, il s'enfonce dans ce truc-là. Mais on sait que l'acharnement de départ, il est aussi dû au fait qu'il soit noir. Et des exemples, on en a plein. Hein. Karim Benzema, c'est un autre exemple. On n'a pas le droit, et d'ailleurs j'avais fait un sketch à ce sujet-là, on n'a pas le droit à l'erreur comme si on était blanc. Salut Farid. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Putain, j'ai même pas ton prénom en vrai. Daryl. Daryl. Tu veux qu'on la refasse ou T'as vraiment un prénom de BG, hein. Tu trouves? Ah ouais, la tête de ma mère. Avec ta voix là, Daryl. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui à l'occasion de cette interview? Là, on est au Madame Sarfati Comedy Club, qui est un lieu que j'ai eu la chance d'ouvrir en 2019 et qui est l'endroit où maintenant je passe le plus clair de mon temps, surtout quand je suis en écriture. Le dernier show, je l'ai écrit quasiment que ici. Hein. Okay. Ouais. Si je te parle de Saint-Maur, est-ce que tu serais capable de me dire dans quel cadre, familial ou non, est-ce que tu grandis? On a grandi dans un milieu assez modeste. Ma mère, elle a tout fait pour jamais accepter des appartements en HLM parce qu'elle voulait nous éviter de tomber dans des vies qui allaient nous compliquer les choses. Parce qu'on aurait pu être à Champigny ou au pont de Créteil ou même à Créteil, parce que c'était souvent les propositions. Et donc nous, on était dans un 3 pièces. J'avais mon grand frère, Leroy, mon père, ma mère. À l'époque, ils étaient encore ensemble. Et j'avais un autre frère qui venait de temps en temps quand on était tout petit, qui est le fils que de mon père. Et mon grand frère, il est venu du pays quand il avait 15 ans. Et donc, pendant un moment aussi, on était avec lui dans ce 3 pièces, juste collé à la gare de Saint-Maur-Créteil. À l'époque, on avait le parvis sur lequel j'ai appris à faire du vélo. Toi, dans cet environnement, comment est-ce que tu es confronté à la comédie? Je ne suis pas du tout confronté à la comédie à ce moment-là. On est plutôt confronté au sport et à la musique parce que voilà, Barbus, c'est pas loin, c'est Kerry James. Je prends le bus, des fois, le conducteur du bus, il s'arrête pour checker Kerry James parce qu'il est là. Il y avait TLF à l'époque sur le parvis qui n'avait pas encore ses pairs, qui était souvent avec les gars qui étaient des quartiers à côté. Rof, son studio, il était là. Donc tu vois, on était beaucoup dans ça. Il y avait beaucoup de petits qui rappaient et tout. Moi, j'ai jamais été vraiment dans le rap, mais la musique m'a beaucoup inspiré. Et moi, ce qui a donné la direction artistique de ce que je voulais faire dans la discipline que j'ai eue par la suite, c'était Kerry James. Kerry James, il incarnait vraiment tout ce que j'imaginais d'un artiste et d'un mec de banlieue qui réussit et qui change la donne. Tu sentais le quartier chez lui, non seulement le quartier, mais aussi le bagage avec lequel il a grandi, c'est-à-dire l'Afrique, mais aussi ce qu'il a récupéré de son éducation ici en France, la langue, la façon dont il a de l'utiliser. Il n'a rien à apprendre ou il n'a pas à avoir honte face à plein d'écrivains dans la musique française. Et donc, je pense que le truc qui a vraiment changé la donne, c'est le moment où moi j'ai le droit d'avoir la télécommande. Parce que je peux aller sur Comédie, regarder la chaîne Comédie. Tu sais comment c'est dans les familles africaines, la télécommande, c'est le papa, la maman. Et c'est rare que, tu vois, il y a des moments l'après-midi, quand on rentre de l'école, on a le droit d'avoir la télécommande, mais souvent le grand frère qui contrôle le truc, quoi. Et quand moi j'avais le droit d'avoir la télécommande, je commençais à regarder Comédie, donc c'était Bruno Salomon à l'époque, Danny Boone, et là je découvre Eli Kaku. Et je sais pas exactement que c'est un humoriste. Moi je vois Madame Sarfati. C'est pour ça le nom de l'endroit. Je vois Madame Sarfati. Après je comprends, parce que je vois le prof, je comprends que c'est un mec qui joue des personnages. Et ensuite le truc qui change vraiment la donne, c'est Jamel en vrai. En fait, il y a son tout premier spectacle où il fait les Twims, tout ça, où il parle de Joey Star. Ça, c'est le tout premier. Je ne sais même plus comment j'avais vu des extraits à l'époque. Le DVD, je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois.
Et du coup, avec mon petit cousin, on connaissait les trucs par cœur. Au collège, on me disait tout le temps « Ah, fais le sketch de Les mains du l'air ». Je sais pas si tu te souviens. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Ah ouais, tu te souviens pas du tout. Non, mais si, mais je peux avoir vu tu quand te même le souviens pas spectacle. du tout. Arrête de faire genre avec moi. T'as fait genre, c'est de la tarte. En fait, moi, j'ai eu plus un rapport à l'art de façon générale et à la scène qu'avec l'humour directement. Depuis tout petit, on m'imagine comme étant un musicien d'abord. On m'imagine comme jouant de la guitare. J'étais un fou de Michael Jackson. C'est pour ça que je voulais les cheveux longs quand j'étais petit. Je voulais des bottes comme Michael Jackson. On m'imaginait danseur, chanteur. Et en fait, un jour, en cours de français, en 5e, on doit interpréter un passage d'un livre, un dialogue sur scène avec plusieurs autres élèves. Et en fait, le sentiment que j'ai eu quand j'étais sur l'estrade et que j'ai incarné un personnage, il s'est passé un truc en moi et les retours que j'ai eus, je me suis dit, putain, c'est fou ce truc. Donc c'était un premier rapport avec la scène et au jeu. Et on me disait continuellement, tu devrais faire du théâtre, tu devrais faire du théâtre. Parmi les personnes qui te poussent à te lancer dans le stand-up, est-ce qu'il y a Jessie Troja dedans ou pas? Ouais, bien sûr. C'était ma prof d'histoire. En fait, elle arrive après ça où moi, c'était quasiment un hobby. Tu vois la place que l'humour a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, être humoriste, ça ne veut pas dire grand-chose en France. Donc oui, on va suivre des humoristes, mais c'est pas aussi médiatisé que la musique, c'est pas aussi valorisé qu'être acteur, c'est pas aussi prestigieux que d'être même un street artiste. Les street artistes, ils sont beaucoup plus valorisés que nous, en tout cas considérés comme des artistes. Alors imagine à l'époque, à aucun moment j'imagine que ça peut être quelque chose que je puisse faire moi. Et en fait, quand je redouble ma seconde au lycée Marcelin Berthelot, qui est vraiment le lycée prestigieux de la ville de Saint-Maur. Tu vois, les gens ils viennent de loin pour venir dans ce lycée parce qu'il est très réputé, parce que la prépa, c'est une prépa d'élite, quoi. Comment il s'appelle? Tony Parker, il a été dans ce lycée pendant 8 mois, non, parce qu'ils sont affiliés à l'INSEP. Ça, c'est juste pour du name dropping, tu vois, je te glisse des trucs. Et du coup, là-bas, je rencontre donc cette prof, qui, elle, est vraiment différente de tous les profs. Parce que si les élèves, la majeure partie, ils viennent d'une classe sociale qui est vraiment bourgeoise, pour la plupart, voire élitiste, les profs aussi. Et donc nous, on était là parce que le lycée n'avait pas le choix, en réalité. Et elle, c'était l'une des seules profs qui n'était pas comme ça. Et qui avait un rapport avec nous très humain, très pas hiérarchisé. Et notamment, je ne sais plus pourquoi, il y a un atelier dans lequel on parlait d'associatifs. Elle nous demande, tiens, est-ce que vous avez déjà participé à des associations? Qui dans la salle a déjà participé à des associations? Et il se trouve que moi, à l'époque, j'ai jamais été le clown de la classe. J'ai souvent été le mec qui admirait le clown de la classe. Et moi, des fois, je disais des trucs marrants, on les entendait pas trop, et le mec marrant, il le répétait, et ça faisait rire la classe. Et au lycée, j'avais ce truc un peu, tu sais, sniper, du mec sur le côté qui a des facilités, mais qui a des moyennes très basses, qui a pas de réussite scolaire. Et des fois, je disais des trucs un peu sarcastiques, un peu ironiques, et ça faisait rire la classe. Et ça énervait les profs, parce que c'était vraiment à une limite de l'insolence où ils ne pouvaient pas vraiment me sanctionner. Et elle, ça la faisait rire. C'était l'une des seules preuves que ça faisait rire quand, tu vois, je me permettais des remarques. Et donc, quand elle pose cette question, est-ce que vous avez fait vous avez déjà participé à des associations? Moi, je dis oui, je parle de l'association de, tu sais, mon oncle. Et donc, je dis, ouais, je fais des sketchs de temps en temps et tout. Elle me dit, ah oui, putain, ok, d'accord. Elle me dit, ben, un jour, je t'écrirai un one-man show. Et à l'époque, je le prends plus ou moins au sérieux. Et moi, j'avais écrit déjà depuis plusieurs années, parce que j'écrivais, du coup, à ce moment-là, j'ai 15-16 ans, et du coup, j'écris depuis l'âge de 11 ans. Et donc, je commence à écrire plein de trucs. Et on oublie un petit peu, l'année passe, et l'année d'après, j'ai un de mes camarades, Diego, je me rappelle, qui vient avec un petit cahier et qui me dit, tiens, il y a Madame Troja qui te donne ça. Et en fait, c'était le début d'une idée de spectacle. Et on a commencé à écrire ensemble comme ça. Et en fait, c'est la personne qui, pas qui a cru en moi, mais qui m'a fait croire en moi-même. Ouais. Ça a été ton premier spectacle, après tu as présenté
Au lycée ou pas du tout? Je ne l'ai pas présenté au lycée. La toute première fois où j'ai joué ça, c'était dans son salon, devant 15 personnes. C'était incroyable. Quand j'y pense aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Tu me dis présente ton nouveau spectacle devant 15 personnes. En plus, c'était pas 15 personnes que je connais pas, tu sais. C'était 15 personnes que je connaissais. Il n'y a rien de pire que ça. Mais ouais, la toute première fois, c'était ça. Après, je l'ai joué au Studio Théâtre de Charenton. Je l'ai joué dans une petite salle à Châtelet. Ensuite, on a commencé à faire les scènes ouvertes parce que j'ai eu la chance de... il y avait un festival dans Saint-Maur qui s'appelait Cours dans l'herbe. C'est un festival de court-métrage. Et donc, le festival de Cours dans l'herbe, c'était un peu le truc, tu sais, comme la fête foraine de l'année, tu vois. C'est là où on allait rencontrer les petites meufs, c'était le moment où tu allais conclure, ou tu vois, ou rencontrer les filles d'autres quartiers qu'on avait vues juste sur des skyblogs. Et pardon, comme si tu te rappelais toi des skyblogs. Allez, arrête tes conneries, toi. À ce festival, il y a un humoriste qui monte sur scène et genre il commence à faire des blagues et tout le monde le hue, ouais, vas-y, casse-toi, truc. Et je m'approche et je reconnais, c'est Baptiste Le Caplin. Moi, je suis genre là, mais vous êtes des fous, vous savez pas qui est-ce que vous avez. Et c'était vraiment un moment terrible pour lui. Et moi, après, je vais le voir et je lui dis, putain, j'adore ce que tu fais et tout. C'est incroyable si tu as des conseils à me donner et tout. Il m'a dit, écoute, si tu veux faire ça, il faut que tu fasses des scènes ouvertes. Et moi, je connaissais pas le concept à l'époque. Si tu veux te lancer dans l'humour, tu demandes quand est-ce qu'ils ont des dates disponibles, tu veux t'inscrire et on va te proposer de passer pour faire 5-6 minutes. Et comme ça, tu peux commencer à faire des scènes. Après, c'est un niveau très bas. C'est des gens, il va y avoir des gens qui... tu peux être avec des gens qui font de la magie à côté ou qui font de la musique ou tu vois, qui font du slam. Donc c'est vraiment pas un contexte en vrai facile pour faire de l'humour, surtout quand tu commences. C'est comme ça que tu commences sur Paris à faire de l'humour. En fait, n'importe qui en réalité peut rentrer dans le circuit par le biais des scènes ouvertes. En parallèle, comment tu arrives à faire comprendre à tes parents justement cet amour pour une passion ou même pour un métier qui reste assez flou pour eux qui viennent pas forcément qui viennent pas de France et qui veulent le meilleur pour leurs enfants et qui forcément visent directement des métiers plus efficaces? Comment tu leur fais comprendre que toi tu as envie de t'orienter dans ça? En fait, l'un des plus grands drames dans ma vie, c'est l'une de mes plus grandes chances. C'est que mon père et ma mère se sont séparés quand j'avais l'âge de 11 ans et mon père est reparti au pays. Mon père, c'était mon héros. Tu vois, les petits garçons, ils sont souvent très proches de leur maman. Moi, j'étais collé à ma maman comme tout le monde, mais moi, tu sais, vraiment, mon papa, c'était mon héros, quoi. Et donc, quand il est reparti au pays, ça m'a vraiment... et j'ai compris plein de choses par la suite, hein, ça m'a vraiment détruit à plein de niveaux. On était toujours en contact, mais moi, je voulais plus lui parler et tout. Tu vois, c'était un peu compliqué. J'ai mis plusieurs années à m'en remettre. J'ai compris même récemment que je faisais des terreurs nocturnes par rapport à ça, quand j'avais l'âge de 12-13 ans. Je me réveillais comme un somnambule et tout, je sortais de chez moi, des dingueries. Et en fait, le fait que mon père soit parti, c'est ce qui a permis que je devienne un humoriste. Parce qu'en fait, j'ai pas eu à convaincre ma mère. Tu sais, les mamans, elles ont souvent... alors c'est un petit peu un amalgame, mais je pense en majorité, c'est souvent ça. Il y a aussi des papas qui sont comme ça, mais les mamans, en tout cas de notre génération, vis-à-vis des papas, elles ont ce truc beaucoup plus empathique, un peu plus ouvert, un peu plus sensible. Même si mon père, ça n'a jamais été le cliché du père sur le fauteuil qui parle pas, qui dit pas je t'aime, qui a pas d'affection, bien au contraire. C'est pour ça que c'était mon héros, quoi. Mais ils sont venus souvent avec l'idée de nous donner un avenir meilleur et de pouvoir nous donner des possibilités que eux n'avaient pas, des opportunités que eux n'ont pas eu la chance d'avoir. Et donc mon père, il était plutôt pragmatique. Lui, c'était, il faut faire des études, quoi. Même à distance, quand je lui parlais de comment ça avançait et tout, il a vu ça comme un hobby pendant très longtemps, avant de me voir sur scène, en fait. Ma mère, j'ai jamais eu besoin de la convaincre. Au contraire, elle m'a toujours poussé, tu vois. Je dis, à l'âge de 15-16 ans, je venais le lundi soir, donc veille de cours, sur Paris pour monter sur scène. Ça n'a jamais été un problème pour elle. Elle m'a toujours encouragé, essayé de trouver des jobs. Elle m'a aidé à payer le cours Florent pour que, tu vois, que ce soit un truc de plus en plus concret. Elle m'a toujours poussé, parce que tu vois, ma mère, elle a aussi l'âme d'une artiste. Elle a toujours été passionnée de théâtre. C'est une comédienne aussi dans la vie. Mais j'ai jamais eu besoin de la convaincre, ouais, au contraire. C'est la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que
dans ce moment crucial où je devenais les prémices de ce que j'allais devenir en tant qu'homme et en tant qu'artiste, et il y avait ma mère qui m'accompagnait et qui me soutenait, qui était là. Ça aurait été très différent. Si mon père était resté, je pense pas que je serais devenu un humoriste. Pour moi, la première grosse échéance dans ta carrière, à toi de me dire si je me trompe, mais pour moi, c'est On ne demande qu'à en rire. Et entre cette période où tu t'exerces dans les scènes ouvertes à Paris et le moment où tu finis par participer à une émission prime time sur France Télé, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment t'es amené à accéder à cette émission? On ne demande qu'à en rire, c'est la plus grosse échéance. La première grosse échéance, oui et non, parce qu'en vrai, On ne demande qu'à en rire, je suis pas du tout. Je suis même pas le début d'un artiste. Je l'ai vu, je le voyais un peu comme un accident, et c'était effectivement un accident, mais pas un accident heureux. En fait, ça s'est fait de façon très naturelle. C'est que quand tu participes aux scènes ouvertes dans Paris, en fait, tu augmentes de gamme de scènes ouvertes. Il y a des scènes ouvertes qui sont plus accessibles que d'autres. Et ensuite, tu vas dans ce qu'on appelle des plateaux, qui sont réservés à des humoristes de qualité. Et là, c'est vraiment que tu commences à passer des niveaux. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accéder au plateau qu'à l'époque. Et donc, il y avait une scène ouverte emblématique qui s'appelait le Field. C'était vraiment, quand tu participais là-bas, c'est que, putain, il commençait à se passer quelque chose dans le microcosme de l'humour, encore une fois. C'est que, tiens, peut-être que lui, il peut faire quelque chose sur des plateaux. Tu lui laissais ton mail, tu lui laissais ton adresse, ton numéro de téléphone. Et donc, eux, ils avaient une base de données de mail. Et en fait, On ne demande qu'à en rire, quand ils sont arrivés, ils avaient besoin de plein d'humoristes parce qu'il fallait remplir. Et donc, comme ça, moi, je me suis retrouvé dans On ne demande qu'à en rire. Mais c'était vraiment... c'était plus par accident que j'ai atteint un niveau qui fait que je peux aller là-bas. T'avais fait combien d'apparitions? 6 en tout. Ok. Ouais. Et tu dresses quel bilan à l'issue de ta participation à l'émission? Moi, aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et je conseillerais aucun jeune humoriste d'aller là-bas, parce que c'est pas ça l'art. C'est pas ça ni l'humour, ni l'art, de façon générale. L'humour, ça ne se note pas. Ça ne peut pas se noter comme... Il n'y a pas le côté pragmatique de la performance. Si je prends je prends 2 mecs, je dis qui chante le mieux, il y a des notes, il y en a un c'est juste, l'autre c'est moins juste. L'humour c'est beaucoup trop subjectif. Alors il y a des mecs qui arrivent à trouver des brèches et à toucher tout le monde, tu vois. Gad Elmaleh, à un moment donné, il a emporté tout le monde. Parce qu'il a trouvé l'endroit qui fait que, putain, c'est cet humour qui, comme en ce moment Paul Mirabel, il a un humour qui fait que t'as pas à adhérer ou non. Le mec il rigole de lui-même, il a du recul, c'est léger. Et on arrive à y adhérer facilement. L'humour, c'est beaucoup trop subjectif, ça obéit à trop de règles. Toi, la façon que tu as de rigoler avec tes potes, c'est pas la façon que tu as de rigoler au taf, c'est pas la façon que tu as de rigoler avec ta famille, tu vois ce que je veux dire? Parce que l'humour, il dépend trop de personnalité, en fait. En fait, tu peux pas te retrouver exposé comme ça quand tu t'es pas découvert toi-même en tant qu'humoriste. Parce que quand tu t'es découvert toi-même en tant qu'artiste, t'as les bases t'as les ingrédients et les outils pour pouvoir créer. Mais avant d'arriver à cet endroit-là, il y a des années. Et en fait, une fois que tu es arrivé à cet endroit où, voilà, c'est ça que je suis, c'est le début du travail. Et souvent, tu sais, en tant qu'artiste, tu veux aller très vite. Tu veux la télé, tu veux les premières parties, tu veux être mis en avant. Et en fait, ce genre d'émission, ça booste ça parce que ça te donne la fausse impression que tu peux avoir écrit un truc dans ta chambre, aller dans une émission, et cartonner et créer un spectacle, mais ça fonctionne pas comme ça. Le truc que ça m'a apporté, c'est que après j'ai eu un espèce de clash avec Jean Benguigui. J'ai vu Jean Benguigui faire la tête pendant le sketch, ça ne m'inspire pas. Mais c'est étonnant ça, dis donc. Ça ne m'inspire pas que de la confiance, ça. Soupçonné. Tu n'as pas le droit. Oh, c'est une blague. Docteur, Oh là là. c'est honteux. C'est honteux. C'était une blague. C'est honteux. C'était une blague. C'est honteux. Je me rappelle pas de gens qui étaient réellement bienveillants avec moi dans cette émission, parce qu'encore une fois, c'est de la télé. C'est de la télé, c'est de la fabrication, c'est du faux. Et plus ils vont, malheureusement, ça va facilement valoriser des choses négatives. Je me rappelle que pendant l'accrochage avec Benguigui, il y avait notamment, l'émission je ne l'avais pas vue, mais des suspicions te concernant, comme quoi tu aurais ramené des gens dans le sketch précédent. C'était fou, ça. Ça, c'était fou. Parce que tu vois, en fait, dans le truc précédent, j'avais fait un sketch. Ça, c'est fou, ça. J'avais oublié carrément. J'avais fait un sketch sur la section d'assaut. Et au départ, ça rigole pas trop. Et à la fin, j'avais mis quelques références sur section d'assaut à l'époque. Et donc, dans le public, il y a 3-4 Renois. Et eux, ils captent les références que je fais.
Et ils sont morts de rire, ils commencent à, tu vois. Et du coup, eux, ils se disent, bah eux, s'ils rigolent, bah c'est des potes à lui, parce que c'est des Renois. Et ils me croyaient pas que c'était pas mes amis. Et je leur dis, mais attendez, c'est pas parce que c'est des Noirs que c'est des potes à moi. Et c'était, ouais, d'accord, ok, ouais. Et c'était fou, comme, genre, ça arrive aujourd'hui, c'est... Mais encore, hein, je dis ça arrive aujourd'hui, ça se passerait pas comme ça, on sait pas, hein, parce qu'il y a encore plein de trucs qui passent, mais... Enfin, tu vois, à cette époque-là, j'ai 18-19 ans, c'est violent comme truc. Genre déjà, t'es en train de dire que s'il y a des Renois dans le public, c'est forcément mes potes, et en plus, t'es en train de me dire que je suis pas marrant, en fait. T'es en train de me dire que si tu fais rire des gens, c'est sûr que c'est tes amis. C'est hyper violent comme truc, tu vois. C'était foncièrement raciste. Et les gens ne savent pas ce que ça veut dire raciste, parce que c'est un gros mot, c'est un mot fourre-tout. Raciste, ça veut pas dire que idéologiquement, toi, tu intellectualises le fait que tu es supérieur à un noir ou que les noirs ne valent pas le coup. Non, ça veut dire que tu as des réflexes et une culture que tu n'arrives pas à maîtriser et à catégoriser comme étant raciste. Et qui peut être indépendante de toi, mais c'est pas parce que c'est indépendant de toi que ça fait que ça t'excuse. Parce que tu dois essayer de, t'informer, et quand on te le dit, tu dois avoir le recul nécessaire pour comprendre que bah, si on me dit ça, peut-être que je dois travailler sur cette chose-là et pas tout de suite me cacher derrière le je suis pas raciste. C'est pour ça que, je sais plus, une fois sur France Inter, j'avais dit le souci, c'est pas t'es raciste ou t'es pas raciste. La question, c'est est-ce que t'es antiraciste? Est-ce que tu te positionnes pour faire en sorte d'éviter de véhiculer des idées qui peuvent l'être ou aller à l'opposé de ça? Et donc, à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment violent. Après, ce que ça m'a apporté, pour répondre à la question de base, je t'ai dit, on va passer la soirée ensemble. Pour répondre à la question de base, ce que ça m'a apporté, c'est qu'en fait, quand tu subis cette violence-là, télévisuelle, il y avait eu un clash, ça avait été repartagé, ça avait fini dans des magazines et tout. Quand tu es exposé à ça à l'âge de 19 ans, dans ma tête, je me suis dit, si j'arrive à me remettre de cette violence-là, et à venir sur scène et à croire en ce que je fais, bah derrière, ce sera facile en fait. En tout cas, après la prochaine fois qu'on sera amené à te voir, en tout cas sur les écrans, ça sera par rapport au Jamel Comedy Club, Ouais. si je ne me trompe pas. Tu as parlé d'une découverte artistique dont tu manquais pendant On ne demande qu'à en rire, à l'époque d'On ne demande qu'à en rire. Est-ce que c'est dans ce laps de temps que tu l'as fait? En fait, entre On ne demande qu'à en rire et mon deuxième passage au Jamel Comedy Club, il s'écoule, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, entre-temps, je joue beaucoup. La place que j'ai au Panama Art Café, qui est un comédie club de République, qui est vraiment devenu au fil des années l'institution comme étant l'exemple de comédie club dans Paris. Je fais mes classes là-bas et je monte un peu en galon. Je commence à pouvoir accéder à des plateaux de plus en plus d'un niveau plus élevé. En fait, je commence à monter en galon là-bas. Si tu veux, le truc qui m'a redonné foi en ce que je faisais, c'est que j'ai participé à un truc qui s'appelait l'humour en capitale à l'époque. C'est devenu le FUP. C'est ce qui a révélé des années auparavant, même juste avant On ne demande qu'à en rire, c'est ce qui avait révélé Kev Adams. Et en fait, l'humour en capitale, c'était le festival d'humour de Paris. C'est le premier festival d'humour de Paris. Et il y avait un espèce de concours. Tu te faisais sélectionner, ensuite il y avait 3, je crois, quart, demi et finale. Et en finale, j'ai eu le titre avec... j'avais été lauréat avec Alban Ivanov, à l'époque. Et un autre humoriste qui s'appelle Paco Pérez, qui joue ici de temps en temps. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, ok, bah, si parmi tous ces humoristes, je me retrouve à côté de Alban Ivanov, qui à l'époque avait déjà un nom dans le milieu, bah, c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, cette vidéo, je l'avais montrée à une amie, à une camarade à moi du cours Florent. Et elle travaillait dans la même boîte de com que le nouveau directeur artistique du Jamel Comedy Club qui s'appelait Franck Simière, Lapin. Il venait tout juste de faire le retour du Jamel Comedy Club avec Nawel Madani, Tony Saint-Laurent, Malik Bentala, c'était cette promotion-là. Walidia, Redouane Arjan, Noman Osni, Jean-François Quéré, c'était le retour du Jamel Comedy Club avec cette promo-là. Et il m'a dit, putain, c'est dommage parce que si je t'avais vu avant, je t'aurais mis dans cette promo-là. Et donc moi, j'arrive dans celle d'après. En tout cas, si on prend toute la période de Jamel Comedy Club, même en vue de l'historique, ça a été un tremplin pour beaucoup d'artistes, beaucoup de générations, on pense à la première génération notamment. Est-ce que toi aussi, tu as senti cette notion de tremplin sur ta carrière par la suite? Moi, ça a été une étape importante. C'était une marche importante dans ma carrière. Mais c'est pas ce qui a fait la différence. Et ça n'a pas été d'un coup, il y a ça et puis, tu vois.
n'y a pas eu l'effet comme Paul Mirabel où il fait Montreux et d'un coup, ça y est, on connaît Paul Mirabel et les salles elles se remplissent un an après. Moi, ça n'a pas été ça. Et tu parlais avant d'un Farid qui ne voulait pas parler de politique. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a un peu une transition dans ta manière de percevoir l'humour, ou dans le sens où tu prends plus de plaisir à jouer avec la polémique. C'est pas que je voulais pas parler de politique, je voulais pas être un humoriste politique. Donc je voulais être un humoriste qui peut réussir à parler de politique comme il peut réussir à parler d'un vêtement comme le legging. Et d'ailleurs, dans le passage du Jamel Comedy Club, je parle de Christiane Taubira et la polémique qu'il y avait déjà à l'époque. Moi, je pensais que c'était ça qui allait marcher, parce que je parle du fait que, tu sais, on l'avait traité de singe, et je dis, ouais, je sais plus, c'est comme quand, si on te traite de singe, c'est dire que tu y crois. Et donc j'avais déjà ça à l'époque, parce que c'est un truc qui m'a toujours attiré, parce que j'étais toujours attiré par des proches, Chris Rock, le Comte de Boudherbala, tu vois. Et du coup, c'est comme si on n'est pas couché, j'arrive mieux à le faire. C'est-à-dire que ça va prendre le pas sur d'autres choses. Parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, c'est réussir à raconter des choses, à défendre des idées, à donner un point de vue tout en étant drôle. C'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué à faire. C'est encore un truc que j'essaye de faire. Mais est-ce que c'est pas le moment aussi où tu arrives à toucher un plus grand nombre de personnes? Parce que je pense au moment des Molières, on n'est pas couché. J'ai l'impression que c'est un moment où vraiment tu prends une nouvelle ampleur en fait. Les Molières, c'est encore autre chose. Ouais. En fait, avant, on n'est pas couché. Quand je marchais dans la rue, je savais qui allait me reconnaître. Après, on n'est pas couché, ça pouvait être la boulangère, le taxi, tu vois. Moi, j'ai fait 3 passages, dont 2 qui ont vraiment été remarqués et un plus que l'autre. Il y a eu celui où je parle du Burkini et celui où je parle d'Adama Traoré. Et en fait, ça marque une vraie étape, effectivement, dans ma carrière, parce que là, je touche un public que je ne touchais pas avant, du tout. Mais après, les Molières, c'est un tout autre niveau. Et les Molières, c'est l'un des premiers trucs... pareil, après, j'ai eu une séparation avec le metteur en scène que j'avais, qui était pour moi un mentor et une figure presque quasi paternelle. Et en fait, les Molières, c'est le premier truc que j'ai fait sans lui. Et je pensais... en fait, ça m'a confirmé dans l'idée que en fait, tu peux devenir encore plus toi. Et tu peux faire des choses qui fonctionnent par toi-même. Ouais, les Molières, je pense que c'est le truc dont je suis le plus fier dans ma carrière. Parce que je me rappelle de chaque instant, je me rappelle de l'angoisse. Je ne voulais pas le faire à la base. Et je me rappelle de comment j'ai trouvé le Salut les Blancs. Encore une fois, on écrivait avec Thomas Wiesel et j'allais le tester au Barbès, qui est un restaurant, le restaurant de Pierre Moussier à Barbès, du coup. Et il y avait une scène ouverte en haut. Et c'est un endroit où il n'y a que des blancs qui vont. Et j'ai dit en rigolant à Thomas, tiens, j'ai envie de commencer comme ça. Il m'a dit, vas-y, essaye. Et j'ai vu que ça les faisait rire malgré le fait qu'il n'y ait que des blancs. Et je me suis dit, putain, pourquoi? J'ai dit à Thomas, tu penses qu'on essaye truc? Et il m'a dit, vas-y, tente-le. Et donc j'avais vraiment l'angoisse de ces premiers mots quand je suis arrivé. Salut les blancs. Désolé, je suis désolé, excusez-moi. Non, parce que en fait, j'ai un rôle à tenir dans cette soirée. On m'a dit, Farid, il faut que quelqu'un leur dise, c'est trop blanc. Voilà. Non, mais voilà. Quelqu'un dit dans les. Et là, le retentissement, il était vraiment différent. C'était en top tweet, c'était premier en top tweet. Ça parlait que de ça. J'ai l'impression que j'étais le capitaine des Renois de France, quoi. Ouais, j'avais l'impression d'avoir mis un but en Ligue des Champions, quoi. Et dans une interview, tu parles de la réaction de ta mère à ce moment-là, qui avait très très peur pour toi. Ouais, elle avait peur. C'est intéressant parce qu'elle avait dit qu'elle avait peur que tu finisses comme Dieudonné. C'est-à-dire que tu t'enfonces dans ton entêtement, en disant justement que cette peur d'être incompris. Ouais, parce que ma mère, elle a quand même cette conscience, malgré le fait que ce soit ma maman, elle a la conscience que je reste un artiste non blanc dans un pays qui l'est. Il y a eu des dérives de la part de Dieudonné. Il s'est enfoncé de façon entêtée dans un truc exactement comme Kanye West en ce moment. Parce qu'il dit quelque chose qui le dépasse. En même temps, il essaie de dénoncer quelque chose, mais il y a un peu de maladresse. Et donc, par entêtement, il s'enfonce dans ce truc-là. Mais on sait que l'acharnement de départ, il est aussi dû au fait qu'il soit noir. Il y a plein de gens qui ont dit des trucs qui étaient beaucoup plus antisémites que ce que lui a dit au tout départ, hein, et qui n'ont pas eu ça. C'était Yann Moix.
où tu sais, ils peuvent se permettre de dire des choses qui ne sont pas acceptables et revenir dessus et ça passe. Mais lui, parce que c'est un noir, évidemment, ça joue, qu'on le veuille ou non. Et les gens, ils vont pas l'admettre, ils vont toujours dire ouais, c'est nous qui voyons les choses comme ça. Toi, tu peux pas voir les choses comme ça parce que tu l'es pas. Tu vas jamais te dire ça. C'est exactement comme quand on parle de la question de la femme. Tu pourras jamais être à la place d'une femme. Quand bien même tu essaies d'être empathique, ouvert d'esprit, tu sais pas ce qu'elles vivent eux. C'est pas à toi de dire oui, est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est pas dur. C'est à elles de le dire. Donc si nous on te dit que ça on le ressent, bah écoute-le en fait. Et donc c'est pas tout de suite on va crier à la victimisation. Des exemples, on en a plein. Hein. Karim Benzema c'est un autre exemple. On n'a pas le droit, et d'ailleurs j'avais fait un sketch à ce sujet-là, on n'a pas le droit à l'erreur comme si on était blanc. Et ma mère elle le sait ça. Et sachant ça, ça lui a fait peur parce qu'elle a vu le reste de l'histoire, quoi. Quand tu vois les choses de loin, tu as l'impression que c'est une prise de risque que de dire ça. Quand moi j'arrivais au Molière, mais c'est pas du tout un risque aujourd'hui. Tu aurais fait ça il y a 15 ans, là ça aurait été ah ouais, il a osé le mec. Là en vrai, ça ne peut avoir aucune conséquence. Pourquoi aime-moi si tu peux plutôt que les femmes ou l'amour? T'es fort toi. Déjà c'est l'amour ou les femmes, gros malin. En fait, l'amour ou les femmes, ça, moi je l'aimais beaucoup, mais en mes associés, ils trouvaient que ça pouvait faire un petit peu théâtre de boulevard. Au fur et à mesure que j'écrivais le spectacle, comme je te disais tout à l'heure, j'avais le sentiment que ça pouvait donner une vision trop défaitiste de l'amour. Et en plus, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire 1 heure que sur ça. Parce que les gens, ils m'attendent aussi sur d'autres sujets. Et je pense que c'est ça aussi le propre d'un artiste qui se renouvelle, c'est trouver le point de rendez-vous avec ceux qui te suivaient déjà et essayer de montrer les autres choses que tu peux faire. L'amour ou les femmes, ça aurait dit que le spectacle allait parler que de ça. Et aime-moi si tu peux, je pense que ça parle aussi ça parle autant de ma carrière que de ma vie personnelle. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, c'est un truc que je pourrais dire à ma femme et que j'ai pu dire à celle d'avant aussi. En tout cas, en substance, la relation avec moi, elle se résume malheureusement souvent à ça, à m'aimer si on peut. Et ma carrière, c'est aussi beaucoup ça. C'est pour ça que je pense que je ne suis pas, malgré le fait que ça puisse marcher, et comme je te le disais, malgré le fait que je puisse choisir les salles que j'ai envie de faire, je sais que je ne suis pas et je ne serai jamais un artiste populaire parce que je suis un artiste clivant dans les choix que je fais de sujets, par mes prises de position, par ma façon de raconter les choses. On me voit souvent comme un mec hautain et imbu de sa personne, ou trop sûr de moi, simplement. Parce que le niveau d'esthétisme que je m'impose, de qualité d'imagerie, de niveau de choix artistique, ça peut aussi être pris pour de la prétention ou pour de la prise de hauteur. Il y a des gens qui vont m'aimer et d'autres pas qui vont juste pas m'aimer. Il y a des gens qui peuvent pas me voir. Et donc, moi, si tu peux, c'est aussi un petit peu ça. Tu vas rire, mais il y a des choses qui vont moins te plaire. Aime-moi si tu peux. Et même quand tu parles de ton couple, on ressent un peu l'aura de ta compagne un peu dans la salle. On sent en fait qu'elle est présente même sans être là en fait à chaque fois. Bah, tu sens qu'il a été écrit sous son regard un petit peu, même si je l'ai tenu à distance pendant très 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 longtemps. Quand je rentre à la maison et j'ai trouvé une nouvelle blague, ça me dit ah bon, c'est quoi? Et du coup, je dois le raconter, voir sa réaction. Ça a été des moments, il y a eu des moments compliqués à ce niveau-là, ouais. Vu que je parle avec l'idée de son regard sur moi, et ben ça oriente un petit peu et ça me tire un petit peu vers aussi son regard à elle sur notre couple. Ou en tout cas, ça m'aide à, si ce n'est prendre son point de vue à elle, à apporter plus de nuances dans mes propos. Et pas uniquement moi qui attaque de mon côté, quoi. Est-ce que tu as vraiment mal vécu le passage à la trentaine? Ouais, c'est terrible. Je dis même pas que j'ai 31 ans. C'est même pas que je le choisis, je fais pas, c'est genre, chaque fois que je en réfère à mon âge, je dis la trentaine, je dis 30 ans. Des fois, je dis 30 ans et je me reprends, je le vis mieux maintenant, mais à chaque fois que j'y pense, ça me détruit un peu plus intérieurement, ça m'effrite. Parce que tu sais, tu veux toujours être ce jeune qui a du succès en tu veux toujours avoir le sentiment que, tu sais, t'es l'outsider. Et au-delà de ça, au-delà de ma carrière, 30
30 ans, c'est genre les vrais adultes, tu sais. Genre c'est le moment où tu dois faire des choix, où le regard des autres commence à changer, où les attentes des autres dans ta vie changent. À 30 ans, si t'es ce mec qui sort, qui voit des filles et tout, qui s'amuse, qui voyage beaucoup, qui profite de la vie, t'es plus vu comme un jeune qui profite de la vie, t'es vu comme un mec qui galère en fait. T'es vu comme un mec qui... Alors après, c'est un sujet, à quel point le regard des autres va compter dans ta vie, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des moments où tu choisis pas trop, quoi. Ça prend beaucoup de place, parce que la vie de tes amis change aussi. Et donc, ouais, l'idée d'être cet adulte de 30 ans, ça me déprime un petit peu. J'essaie de bien le vivre, mais ma mère, elle m'avait dit une phrase quand j'étais ado qui m'avait bouleversé et je l'ai gardée. Elle résonne encore dans ma tête et je l'appréhende comme un coup près dans ma vie. C'est genre, tu sais, moi, je sais pas, elle venait d'avoir 40 ans, elle me disait, en fait, le drame de vieillir, c'est que dans ta tête, tu as toujours le sentiment d'avoir 18 ans. Et en fait, on te rappelle à la vie de, ah ouais, t'en es plus du tout là, en fait, c'est 30 ans que t'as. Ouais, c'est très bizarre. Ce spectacle, tu l'as interprété pendant 3 avant-premières donc au Dôme de Paris. Là, tu t'apprêtes à faire une tournée internationale que tu as déjà commencé, dans des villes que je vais énumérer. Il y a New York, Los Angeles, Dubaï, Sao Paulo, Abidjan, Shanghai, Kinshasa, Sydney, Montréal. Est-ce que, de prime abord, tu t'attendais à pouvoir t'étendre de manière aussi large? Après le premier Netflix, ouais. Après le premier Netflix, j'ai reçu des messages de partout dans le monde sur Facebook et sur Instagram. Et même, je me suis retrouvé au Moyen-Orient, reconnu par des Portugais, aux États-Unis, reconnu par des Coréens. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Et après Netflix, j'ai compris que possiblement, parce qu'on a cette frustration qui est fausse de la langue française, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'exporter. Et en fait, aujourd'hui, grâce aux plateformes, c'est faux, on peut. Là, aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait depuis le début de ta carrière, est-ce que parfois tu te demandes la place que tu occupes dans le monde du spectacle? Est-ce que tu as l'impression d'être, je sais pas, reconnu comme étant un taulier, en tout cas quelqu'un qui a sa place parmi les plus hautes marches? Ou est-ce que tu te poses pas cette question? Ouais, j'essaie de plus me poser cette question. Je lutte contre moi-même pour ne plus me poser cette question et pour plus que ce soit un sujet. J'essaie de prendre du recul pour que ne plus... Parce que moi, c'est un truc qui m'a apporté toute ma carrière. Qu'est-ce que les journalistes veulent penser? Ça va être quoi les critiques? Je veux avoir des bonnes critiques, je veux que Télérama ils aiment, je veux que Le Parisien ils aiment, je veux plaire à 2 personnes. C'est pour ça que je suis pas en quête de popularité. Ce qui m'importe évidemment, c'est en 1, le rire, en 2, le rire des humoristes, et en 3, l'approbation des journalistes. Et en fait, dans l'approbation des journalistes, il y a toujours l'attente de à quel niveau je suis. En ce moment, j'essaie de me défaire de ça parce que, tu vois, il y a un article de Society qui est sorti sur le monde du stand-up, je sais pas si tu as vu ça, qui parle de la déprime, les dépressions dans le stand-up. Et en fait, ça existe comme dans n'importe quel métier, et ça existe beaucoup dans un milieu comme l'humour, parce que souvent, c'est des gens qui font ça pour les mauvaises raisons. Si tu fais ça parce que tu veux être vu comme toi, tu vois d'autres humoristes, ou parce que tu veux prendre une revanche sur ce que tu étais plus jeune, parce qu'à l'école, ce que je te disais tout à l'heure, à l'école, j'étais pas le clown, et du coup, si tu fais ça en revanche de ce que tu avais avant, et ben, c'est des choses que tu régleras jamais. Moi, je sais que je l'ai compris maintenant, je serai jamais, même si c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce métier pendant des années, je serai jamais une institution dans l'humour. Je serai jamais au stade où je m'imagine, eu égard à tout ce qu'on a raconté, au fait au fait d'être clivant, au fait de ressembler à ça, au fait d'avoir des attentes particulières et des envies particulières dans ce que je montre esthétiquement et artistiquement. Il y a une phrase de Kanye West qu'il a dit il y a des années qu'on avait pris comme quelque chose comme de égocentrique et de fou, où il avait dit « Mon plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir me voir, moi, performer sur scène ». Tu connais cette phrase? À l'époque, on avait dit « Mais attends, il est mégalo ». Et en fait, quelques années après avoir fait Bercy, j'ai compris ce truc-là. Ce que tu ressens quand tu vois un autre artiste sur scène. Par exemple, là, j'étais au
au concert de Taïk. J'ai même pu partager un moment avec lui sur scène. Ce que tu ressens de l'extérieur quand tu vois quelqu'un que t'aimes sur scène et que tu sens l'énergie du public, quand c'est quelqu'un que t'accompagnes et que tu aimes, même si ce que tu ressens sur scène c'est fou et incroyable et personne ne pourra ressentir ce que tu ressens sur scène, et ben en fait, toi sur scène, tu pourras jamais ressentir ce que les gens ressentent quand ils te regardent. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand tu vis le truc, quand tu es dedans, tu réalises pas ce qui se passe. Parce que toi, quand tu as un pied à Bercy, tu penses déjà à ce que tu vas faire après. Tu vois, là, Taïk, il était à Bercy, il m'a annoncé qu'il allait faire U-Arena. Tu vois ? C'est sûr et certain que moi, je me vois pas comme les gens ils me voient autour. Certainement, quand moi, je vais dire, ouais, je pense pas que j'ai une certaine position dans l'humour, il y a des pères à moi qui vont me dire, mais t'es fou, qu'est-ce que tu racontes ? Mais moi, je pourrais jamais le ressentir, ça. Et donc c'est une très longue réponse pour dire que j'essaie d'arrêter de me poser la question. On n'a pas parlé de quelque chose d'important dans ta bon carrière. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. C'est la musique quand même, parce qu'on en parle là Ouais. pour parler d'autres, mais toi tu as une carrière musicale naissante. T'as pas besoin forcément de justifier pourquoi tu t'es orienté dedans, parce que depuis le début de ton parcours, on comprend ton amour pour... Tu dis ça toi ? Bah oui, quand même. Tu me parles de Kerry James, de Roth, depuis le début, on sent que c'est ancré dans ton ADN. Ouais. Mais est-ce que t'as pas été complexé par ton statut d'humoriste au moment de t'orienter dedans ? Je le suis encore. Je le suis encore parce que les attentes des gens qui sont autour de moi, les attentes artistiques des gens qui sont autour de moi, qui font des belles choses dans la musique, leurs attentes, elles sont hyper claires, hyper ambitieuses. Et moi, j'ai toujours ce complexe de leur dire, les gars, oubliez pas que moi, à la base, je fais de l'humour. Après, on a toujours cet exemple qui fait rêver américain de Childish Gambino qui, à la base, Donald Glover était stand-upper, puis comédien et qui s'est lancé dans la musique. Mais le problème, c'est que moi, l'amour de ma vie, c'est le stand-up. Et je lâcherai jamais ça. Et du coup, en France, composer entre deux carrières, c'est toujours un petit peu complexe. Donc, je sais qu'il y a des gens, dans les trucs que j'ai déjà faits, qui vont juger sans même aller écouter. Tu comprends ? Et après, moi, tout ça, c'est ma passion. Là où tu penses que je peux pas le faire, c'est là que je vais essayer d'aller le faire. Et je vais essayer d'aller le vendre et de trouver le bon angle de communication pour en faire parler. Et en soi, c'est un challenge supplémentaire dans ma vie. Parce que moi, j'ai toujours vu ça comme une autre vie. Je me suis dit, ça aurait été une autre vie. Et se dire que c'est quelque chose qu'on peut tenter malgré tout. Et après, vu que les exemples qu'on a aussi dans cette branche-là, c'est compliqué. Tu passes après Gad Elmaleh et c'est du jazz, déjà. Elise Moon qui faisait du bossa nova. Les gens, quand tu arrives, ils ont ça en tête. Mais, ou ils ont Fatal Bazooka. Mais on en oublie Mister V. Mister V, musicalement, c'est une réussite. Écoute, c'est un pari, on verra. Il y a plein de choses à composer avec ça. En tout cas, te faire valider, c'est vraiment un objectif pour toi ? Au vu de tout ce que je viens de te raconter, si je te dis ça... je pense que déjà, le fait que les gens l'acceptent, ça permettrait à beaucoup de choses derrière. Parce que évidemment, quand tu fais quelque chose, tu veux que, si ce n'est que ce soit un succès, tu veux que ce soit remarqué et que ce soit remarqué positivement. Mais en fait, le truc de validation, vu je suis vraiment avec des mecs qui sont dans la musique depuis longtemps, dont Nyajiko qui bosse avec Taïk, c'est vraiment le mec qui produit le plus pour lui, ou Aboutal, ou Meryl, ou DC, tu vois, c'est que des gens avec qui je travaille sur ce projet. Quand ils écoutent et qu'ils valident ce que tu fais, tu as déjà ce sentiment de validation, mais on sait très bien qu'après, il y a ce que les gens vont pouvoir dire et détourner, tu vois. Mais je vais pas te demander l'autorisation, c'est sûr. Madame Sarfati, c'est là où on se retrouve. C'était un de tes rêves d'avoir un comedy club dans ton nom ? Non. J'ai jamais pensé à ça. C'est arrivé vraiment sur le tard, à un moment donné, au Paname, en jouant beaucoup. J'étais vraiment... et moi, je pouvais arriver sur un plateau et faire 15 minutes si j'en avais envie, alors que les autres faisaient 5-6 minutes. Et en 1, ça mettait dans une position un peu délicate, parce que des fois, il y a des mecs qui ne pouvaient pas jouer à cause de moi. Et en 2, je passais des fois après des gens qui étaient vraiment
au début de leur carrière humoristique. Et en fait, en termes de niveau, des fois, c'était un peu compliqué. Et je voulais un espace où les humoristes d'un certain niveau pouvaient s'assurer qu'ils allaient avoir au moins 13 minutes sur scène à chaque fois qu'ils allaient passer, être payés en cachet, savoir qu'ils allaient passer entre deux personnes qui étaient du même niveau, avec un host, un présentateur de qualité qui allait faire le taf, avec un public qui vient pour du stand-up, qui n'est pas là parce qu'ils étaient au resto, ou pas là par hasard, ou pas là parce que l'entrée elle est gratuite et que tu payes juste une consommation, tu vois. Je voulais des gens qui viennent consommer du stand-up, ce qui ne fait pas des autres scènes, des scènes qui sont moins bien, c'est juste un petit peu différent. Ici, les gens, quand ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils viennent voir, si ce n'est du stand-up. Et du coup, ça les conditionne d'une certaine façon, et nous, ça nous permet de travailler d'une certaine façon. C'est ce qui m'a permis de pouvoir écrire ce spectacle. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels tu aimerais te développer encore? Le Nesby. C'est déjà du business, ça. Malheureusement, moi, j'ai du mal à voir le Sarfati comme du business. Parce que c'est trop en lien avec ce que je fais à la base. Et moi, je veux pas que des artistes y travaillent pour moi. Je veux que si on gagne grâce à cet endroit, eux, ils gagnent plus. Et donc, moi, je suis majoritaire ici, mais j'ai quand même des associés. Donc, c'est un peu la bagarre, des fois, pour réussir à imposer ça. Mais c'est compliqué de voir ça comme du business, parce que j'aurais l'impression de m'exploiter, moi, quelques années avant. Les autres trucs que j'ai en tête, c'est... ouais, j'ai plein de projets à droite, à gauche qui n'impliquent pas forcément mon image. Parce que j'aime l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'attire, et ça va un peu à l'opposé de libéralisme que je peux critiquer. Mais j'ai l'impression que pour pouvoir avoir un impact sur le jeu, il faut savoir le maîtriser. C'est des choses dans lesquelles j'aimerais aller, mais en réalité, c'est déjà des choses auxquelles je touche, quoi. J'ai la chance inouïe de pouvoir avoir Jean-Pascal Zadi dans ma vie. Et lui, il a la chance d'avoir eu un très beau succès au cinéma, ce qui nous a ouvert beaucoup de portes. Parce que si ça lui ouvre des portes, ça m'ouvre des portes. Donc écoute, il y a déjà ici le spectacle, la musique, ça fait beaucoup déjà. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre. Mais l'idée de faire son propre film, par exemple? J'y ai pensé, mais pareil, tu sais combien de temps ça met à faire un film? Je sais pas, hein. Dis-moi un nombre de mois, tu penses ça met combien de temps? Entre le moment où tu as l'idée et le moment où ça sort? Où ça sort? Ouais. Oh non, mais là on parle en années, non? Ah ouais, ça peut mettre, tu sais, si ça dure 4 ans, c'est pas long. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si là je dis un truc marrant qui me fait rire, qui m'intéresse, ou une idée que j'ai envie de développer, demain je suis ici et je la teste. Après-demain, c'est dans mon spectacle. Tu vois? Le spectacle que j'ai écrit, là, ça a mis quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est 1 an et demi, 2 ans où je kiffe. Comme je t'ai dit, j'ai réussi à kiffer le processus. Dans le cinéma, tu décides pas de tout. Il faut qu'il y ait un producteur, il faut qu'il y ait des financements, il faut qu'il y ait un diffuseur, tu vois. Tu passes beaucoup d'étapes, il y a des gens qui n'y connaissent rien du tout à l'écriture, qui vont valider ce que tu fais ou non. Tu sais, moi, il n'y a personne qui va me dire ça, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses pas, à part les gens avec lesquels je travaille. Tu vois, Paul de Chavannes, il va me dire ça c'est nul, ça a déjà été vu. Mais j'ai confiance parce que je sais ce qu'il fait sur scène, c'est un humoriste lui-même, il est talentueux. Pareil Jason, mais tu vois, dans le cinéma, pareil pour la télé, pareil quand tu veux vendre une série, c'est des gens qui n'ont jamais rien écrit de leur vie, ils n'ont jamais participé à aucun truc artistique, ils ont passé leur vie dans un bureau et ils vont te dire « ouais, ce personnage, j'y crois pas trop, qu'est-ce que tu connais ?» Et moi, je veux pas avoir à faire face à ces gens-là, quoi. Ou si j'ai à faire face à ça, il faut que ce soit dans un cadre comme celui dans lequel est JP, c'est-à-dire que tu sais que les choses vont être beaucoup plus... tu vas avoir les choses beaucoup plus en main. Farid, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un sujet... On va se quitter? On va se quitter, là. Alors qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé dans cette interview? J'aimerais parler de ta voix suave. Je trouve que tu as une voix beaucoup trop apaisée et suave pour un mec de 24 ans. T'es mal la confiance qu'il a, lui. Et sinon, non, enfin, je sais pas. Non, je crois que tu as quasiment tout abordé. Ah, merci Farid. Merci à toi.